Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce mardi 6 septembre 2022. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler des altcoins qui surperforment, on le voit sur 24 heures, même sur 7 jours, l'Ether qui surdomine le Bitcoin. Et aujourd'hui, on voit sur l'altcoin dominance que nous sommes sur un ATH. On est en train de faire un sommet ici sur l'altcoin dominance. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a 3 mois, lorsque nous étions sur ce point-là, nous avions identifié ensemble sur la chaîne ce point de support. On avait évoqué la possibilité qu'on puisse la casser par le bas, et à ce moment-là, effectivement, on aurait pu imaginer un retour, donc si on reprend toute la hausse précédente du bull run que l'on a vécu sur les 61,8, ce qui aurait été catastrophique pour les altcoins, mais vu les moins 90, moins 95% qu'on avait déjà vu sur certaines d'entre elles, et les projets qui étaient déjà morts, effectivement, le sentiment de marché qui était très très faible, on pouvait supposer, ou du moins on pouvait espérer que ce support joue bien son rôle de support. Voilà, je vous remets la vidéo en question. Nous étions dans ce point de support, ici dans ce rectangle rouge de support, et j'avais évoqué la possibilité que, effectivement, dans un premier temps, on revienne sur les 38,2, ce qui représentait finalement cette trendline. Donc si on reprend le graphique actuel, vous voyez, j'ai toujours ici mon rectangle vert de l'objectif que j'avais tracé de l'époque. Je l'ai toujours laissé, tout simplement pour m'en rappeler. Et on voit on est venu le casser comme dans du beurre. Et lorsqu'on a franchi cette ligne de tendance ici, j'avais dit peut-être que cette ligne, maintenant, on pourrait s'en servir de neckline. Évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer, on aurait pu le casser par le bas et aller chercher des points encore plus bas sur l'altcoin dominance. Je tiens à préciser que je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce sont des choses que l'on voit couramment sur les graphiques. Évidemment, on avait un V-bottom, donc on pouvait s'attendre à ce que l'on revienne tester effectivement ce V-bottom. Ça n'a pas été le cas, en tout cas pas directement, puisque là on a directement performé sur l'altcoin dominance. Je m'attendais à ce que ça continue de grimper. J'ai pu, moi personnellement, et c'est ce que j'ai fait tout au long de cette hausse, enfin en tout cas j'ai commencé à le faire avec de très très faibles sommes ici, convertir des altcoins en Bitcoin. Ici également je l'ai fait, convertir des altcoins en Bitcoin. Aujourd'hui on voit que ça continue de monter. Et clairement si on revient chercher cette ligne de tendance haute, je continuerai à me séparer d'altcoins pour récupérer du Bitcoin, puisque là les altcoins sont en train de surdominer et ça va probablement pas durer éternellement, surtout quand on sait qu'on est en plein milieu d'un bear market. Voilà, en tout cas un bear market par rapport au cycle de temporalité qu'on connaît. Donc oui, aujourd'hui on a des altcoins qui continuent de performer, on a 2 bougies hebdomadaires extrêmement bullish ici, dont on fait un nouveau sommet, donc je pense qu'il n'y a plus grand chose avant que l'on vienne chercher cette ligne haute à cet endroit-là. On peut se reprendre un Fibo qui récupère toute la baisse et on voit que voilà, les 123,6 sont très atteignables. Juste petit aparté, si je reviens sur cette vidéo, j'ai pu observer à cet endroit-là que en fait, pendant cette période de temps, le Bitcoin valait 29 000 $ et l'Ether était sur les mêmes niveaux qu'actuellement. Voilà. Donc on comprend directement qu'on a un Ether qui a surperformé le Bitcoin et que la plupart des altcoins l'ont également fait et on le visualise sur ce graphique. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait qu'il est fort probable qu'on vienne chercher ce point de résistance. Si on ne l'atteint pas, c'est pas grave. Moi, j'ai pu vendre petit à petit quand même des altcoins pour du Bitcoin. Et si on revient chercher ici, qu'on vient retester, parce que là, on a quand même un gros V-bottom, qu'on vient retester cela un petit peu plus bas, et bien à ce moment-là, ça sera le moment d'acheter des altcoins et de se séparer de ces Bitcoins, bien entendu. En attendant, on peut espérer que l'on vienne chercher ces 123,6 qui représentent cette ligne de résistance. Et si derrière on a des altcoins qui continuent à être bullish, ce qui est également une possibilité, mais plus ça monte et moins il sera probable que l'on continue de grimper, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui biaise finalement la psychologie et les émotions de la plupart des personnes, en fait, des gens. C'est que lorsque ça monte, on a l'impression que ça va faire que monter, alors qu'en réalité, plus ça monte et plus il y a de chances pour que la chute soit brutale par la suite. C'est ce qu'il faut bien retenir sur n'importe quel graphique que vous allez pouvoir visualiser. J'ai tendance même à penser, quand je regarde d'ailleurs petit aparté qui n'a rien à voir avec les cryptos mais qui m'amuse beaucoup, la population mondiale tout simplement, qui n'est pas du tout un outil de spéculation, bien entendu, mais on peut regarder la population mondiale à travers un graphique et imaginer que, regardez, alors je sais pas sur quoi je vais tomber, voilà, on a quand même une montée exponentielle de la population suite à l'industrialisation qui a eu lieu dans les années 1900. C'était un peu plus tard, vous voyez, un peu avant 1950, c'était, on va dire, post-seconde guerre mondiale, on a l'augmentation de la population qui a été intensifiée, avec un passage de 2 milliards d'habitants à aujourd'hui 8 milliards. Est-ce que vous pensez que cette courbe d'augmentation va rester comme ça tout le temps ?
Moi, je suis pas sûr, et j'aurais tendance à penser que, en fait, c'est quelque chose de naturel. Et quand on a quelque chose qui augmente trop vite, trop rapidement, derrière, la chute est brutale. Et vu le contexte actuel mondial, je serais pas étonné. Alors, soit que ce soit à cause des guerres, ou peut-être même, qui sait, par le fait que l'on fasse de moins en moins d'enfants, parce qu'on a l'impression d'arriver sur une planète qui est de moins en moins habitable. Et peut-être que la population va diminuer fatalement et rapidement, comme ça. Peut-être qu'on peut diviser par deux la population si simplement tout le monde faisait un seul enfant. Vous comprenez bien que on serait que dans pas si longtemps, hein, je sais pas, 50 ans, plus que 4 milliards d'êtres humains sur Terre. Bref, petit aparté marrante dont je voulais vous parler simplement pour vous dire que c'est pas forcément un phénomène qui est lié à la spéculation, mais c'est juste quelque chose qui se produit sur toutes sortes de domaines, sur tous les graphes. Lorsqu'on a quelque chose qui monte très très fort, très très vite, il faut s'attendre à un moment à une implosion. Lorsqu'on a une explosion, on a ensuite une implosion. Donc attention à ça. Là, on n'est pas encore sur des niveaux extrêmement élevés. Comme je le dis, on a fait un ATH sur l'alcool dominance. On a encore cette ligne de résistance. On peut très bien aller le casser par le haut et avoir une surspéculation sur les altcoins dans les mois qui viennent. Donc bien sûr, faire des trades sur les altcoins, ça peut être viable sur du court terme. Malgré tout, attention, on arrive forcément ici et inévitablement vers des niveaux qui sont importants, des résistances importantes. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des altcoins. Avant, on va passer 3 news que j'ai sélectionnées pour vous. Mais avant de vous passer l'introduction, est-ce que vous pourriez me dire dans les commentaires, ceux qui me suivent quotidiennement ou même les nouveaux, hein, ce qui vous intéresse dans les vidéos que je produis? Est-ce que c'est plutôt lorsque je passe des news, est-ce que lorsque je parle du portefeuille fictif, ou bien lorsque je fais des analyses ou que je présente des projets? Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des choses dont je parle en tout cas sur la chaîne. Mais peut-être que vous aviez également, vous auriez également des suggestions de choses que je pourrais faire. Bien sûr, moi mon objectif c'est d'améliorer mon contenu pour qu'il soit pour qu'il vous plaise, hein. Je suis là pour mes abonnés, ceux qui me suivent, ceux qui regardent mes émissions, et mon objectif, bien sûr, c'est de produire du contenu qui vous plaît, sinon il n'y a aucun intérêt à ce que je fasse des vidéos sur YouTube. Voilà, ceci étant dit, je vais vous passer la petite introduction, et je vous dis à tout de suite. Je commence avec la première news, donc BlackRock, finalement le gestionnaire de fonds le plus gros au monde, qui s'apprête à indexer le Bitcoin afin de pouvoir le proposer à ses clients. Au début, ça concernera uniquement les clients institutionnels basés aux États-Unis, à voir si derrière ça pourra se populariser pour le reste. En tout cas, c'est une news assez bullish pour le Bitcoin, on verra bien ce qu'il s'en suivra. Bon, effectivement, de toute façon, on sait que le cours du Bitcoin et que de n'importe quel actif anticipe les nouvelles, donc on voit clairement que cette nouvelle n'a pas forcément fait augmenter le prix, mais sur du long terme, c'est quelque chose de très intéressant, à savoir que ça peut apporter de l'argent d'investisseurs et d'institutionnels en plus de ça, sur des phases qui pourront être plus bullish à l'avenir. Deuxième news, il s'agit de Luna Classic. On en a parlé lors des 2 émissions précédentes. Je vais arrêter de vous saouler entre guillemets avec ça, puisque visiblement c'était le cas. Parmi les commentaires que j'ai reçus, on voit que certains n'ont pas du tout envie d'entendre parler de cette crypto, ce que je peux comprendre après la chute qu'elle a subie. Malgré tout, il faut quand même noter qu'aujourd'hui elle est capitalisée 30e, alors que le token Luna 2.0, hein, le nouveau Luna, est capitalisé 128e, vous voyez, dans le classement. Donc on peut constater de façon très claire que la communauté est toujours présente sur l'ancien Luna et pas sur le nouveau. Et attention, c'est quelque chose de très intéressant pour l'avenir et qu'il faut réussir à identifier. Moi, si je vous ai parlé de ce token au bon moment, c'est parce que j'avais effectivement utilisé les news, le fondamental qui me disait qu'effectivement ils avaient réactivé le stacking, qu'ils vont procéder à du burn, etc. pour essayer de refaire vivre cette crypto-monnaie. Il se trouve que là, sur ce coup-là, j'avais raison et que derrière on a fait un x4. Bien sûr que je ne savais pas ce qui allait se passer et que j'aurais pu me tromper, il faut en rester conscient, hein. Souvent je me trompe. Donc là, aujourd'hui, on voit que ça continue de grimper, donc tant mieux. Pour vous donner ma stratégie, et c'est probablement pas celle de tout le monde et c'est pas celle que j'ai évoquée non plus dans ma vidéo précédente, parce que moi je préfère rester prudent lorsque je parle de crypto-monnaie avec vous. Je vais vous montrer un petit peu le Luna Classic ici. Ça va être rapide, je l'ai dit tout à l'heure, on va faire ça rapidement. Donc c'est LUNC USD. Je vais voir quel genre d'historique on a. Voilà, donc on a ça, on prend un Fibo de prolongation, comme ceci. C'est le travail qu'on a fait la dernière fois, mais je le refais rapidement pour vous montrer ici. On a dépassé les 161,8, on a dépassé les 261,8, on est dessus, aux alentours des 38, et on a les 423,6 au 57, voilà. Donc moi, clairement, je vais pas vous mentir, j'ai acheté une petite somme de Luna Classic et je me suis dit, je ne revends rien avant 1x10. Aujourd'hui, si vous voulez être prudent, bien sûr qu'il faut commencer à prendre des profits dès aujourd'hui, et c'est pas parce que je le fais pas que c'est l'exemple à suivre. Moi, je l'ai fait avec une très petite somme, et vu que cette somme-là, je m'en fiche complètement si jamais si je devais la perdre par rapport à la somme totale, à la globalité de mon portefeuille, je décide
décide de prendre un peu plus de risques avec cette somme-là. Malgré tout, en fonction de la somme que vous avez investie, de combien ça représente pour vous et de ce que vous voulez faire avec, il est très très intéressant dès maintenant, bien sûr, de prendre des profits, au moins de récupérer son investissement de départ si vous avez pu le faire lorsque nous l'avons vu sur la chaîne. Il valait exactement, il n'était pas à 8 sur le plus bas, il était sur les 13. Voilà, bien sûr, il faut prendre des profits, surtout quand on a un bear market et qu'on a un crypto qui fait x3 ou x4 en un espace de temps si faible. Voilà, il faudra s'attendre, après une hausse, je ne sais pas jusqu'où elle durera, à quelque chose qui devrait imploser, qui devrait chuter, parce que c'est ce qu'on a vu en début d'émission, quand on a quelque chose qui performe de façon exponentielle comme c'est le cas maintenant, et là c'est uniquement de la spéculation, puisque le fait de burn, de prélever 1,2% des frais sur chaque transaction de Luna Classic et de les burn, ça sera actif qu'à partir du 12 septembre. Donc c'est pas encore ça, et le nombre de Luna Classic ne réduit pas pour l'instant. Donc c'est uniquement la spéculation qui fait ça. Donc attention, il est possible qu'avant le 12 septembre, eh bien on ait un réel pic de vente qui s'opère avec le token qui chute énormément. Voilà, donc attention à tout ça. Je mettrai une grosse alerte, prudence sur le Luna Classic. Ne commencez c'est probablement une mauvaise idée de commencer à investir maintenant, même si on peut encore performer, puisqu'il a déjà fait x4. Et parce que maintenant on en parle dans tous les médias. Moi, dès que j'ouvre une actualité crypto, je vois écrit Luna Classic. Donc méfiez-vous. J'en ai fini avec ça. Et la troisième news, il s'agit de Binance. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Vous allez avoir tous les stablecoins que vous possédez sur Binance, à l'exception de l'USDT qui n'est pas inscrit ici, vont se transformer automatiquement en BUSD sur votre compte Binance. Donc ils vont délister l'USDC, l'USDP, le TUSD. Je suppose qu'ils vont le délister, pour n'avoir plus que le BUSD. Ça pourrait considérablement augmenter sa capitalisation et peut-être qu'on pourrait même le voir dépasser l'USDC à l'avenir. Regardez, le BUSD se trouve 6e avec 19 milliards de capitalisation et l'USDC 51 milliards. Alors je ne sais pas combien de personnes ont des USDC sur Binance, mais moi personnellement j'en ai beaucoup et je pense que beaucoup de monde également. Donc c'est possible effectivement que le Binance USD rattrape l'USDC au niveau de la capitalisation et donc de sa popularité à l'avenir. Alors c'est un move très intéressant de la part de Binance et ça va leur permettre d'augmenter les liquidités qu'ils ont sur leur paire. Au lieu d'avoir le Bitcoin par rapport au BUSD, par rapport au TUSD, par rapport à je sais pas quoi et tout ça, vous aurez uniquement le Bitcoin et même les autres crypto-monnaies qui seront listées par rapport au BUSD et l'USDT, ce qui permet d'augmenter les liquidités disponibles. Et ça, finalement, en phase de bear market, c'est pas plus mal. Vous pouvez l'imaginer. Ceci étant dit, on va enchaîner avec la suite et on va regarder l'analyse de quelques crypto-monnaies. Et on va voir que la plupart se comportent pas trop mal, en tout cas sur une semaine, il y a des performances haussières par rapport au dollar. Et on observe ici que Matic vaut 88 centimes. Il a eu un sommet ici le 1er août aux alentours des 1,04$. Il a touché sur le bottom les 31 centimes. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une certaine fluctuation et ça peut vite jouer sur les émotions. C'est-à-dire que lorsqu'on a eu cette quantité de bougies rouges s'enchaîner, je pense que là c'était compliqué d'investir. Il se trouve que c'était un bon point. D'ailleurs, le Fibo nous le disait. Mais bon, des fois, c'est vrai que malgré ça, on a quand même du mal à aller mettre de l'argent sur une crypto qui enchaîne, on va dire ici, on le regarde en semaine, mais on pourrait le mettre en mois, plusieurs mois, qui enchaîne plusieurs mois dans le rouge. Le cours s'est arrêté de descendre ici, alors on peut se poser la question de pourquoi. Alors pourquoi fondamentalement, j'en sais rien, mais graphiquement parlant, on voit qu'il y avait un certain niveau ici, qui était un niveau de support sur lequel le cours avait travaillé entre le mois de mars 2021 et le mois de, en gros, entre mi-mars et fin avril. Donc pendant un mois et demi, ici, le cours vraiment avait jonglé sur cette zone de prix. Et on voit que c'est vraiment propre parce qu'on a méché en dessous pour rebondir dessus. On pouvait aussi imaginer qu'on aille plus bas, mais là, c'est clairement un très bon point d'achat si on regarde l'historique long terme du graphique de Matic. Malgré tout, c'est vrai que avant ça, en fait, c'est là que c'est compliqué d'investir quand on est dans les cryptos. Oui, c'est un bear market, oui, ça fait que chuter, mais la question se pose du moment où on commence à investir. C'est-à-dire que là, admettons que vous vous intéressiez aux cryptos au mois de décembre 2021. Donc c'est le pire moment pour s'intéresser aux cryptos, parce que on a eu le bear market de 2022. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vous dire, voilà, par rapport au travail que moi je fais au quotidien sur la chaîne, on met un Fibo qui récupère toute la hausse. D'ailleurs, il était déjà à l'écran, ça sert à rien que je le remette. On a les 38,2. Admettons que là, on ait un graphique, qu'on soit en plein bull run, que ça ne soit pas terminé. On peut estimer que le premier arrêt des 38,2 joue son rôle de support. On voit que le 0,5 a joué un meilleur rôle au niveau de la ligne de support, mais malgré tout, ça n'a vraiment pas tenu. On vient chercher des niveaux inférieurs. Donc c'est vrai qu'investir ici, aujourd'hui, on le voit, c'était pas du tout rentable. Donc de façon générale, quand on va faire de l'investissement, on essaye de ne pas mettre déjà tout son argent sur la même crypto, et en plus de ça, de ne pas aller investir
toute la somme que l'on souhaite investir sur un seul et même niveau. Donc si là il s'agit des 38,2 par exemple et que vous allez mettre tout le capital que vous voulez consacrer aux cryptos sur Matic à cet endroit-là, vous faites une grosse erreur. Déjà, vous achetez qu'une crypto et en plus, vous mettez tout votre capital. Non, ce qu'il faut faire, c'est se dire, ou du moins commencer par se poser la question de à quoi sert la blockchain, quels problèmes ça peut résoudre, quels sont les projets qui résolvent quels problèmes, lesquels je peux sélectionner et qui pourraient avoir un avenir intéressant. Parce que c'est vrai que malheureusement, quand on est dans une période de temps comme celle-ci, beaucoup de gens ne se posent pas ce genre de questions. La plupart des gens vont aller investir. C'est le moment où le plus d'investisseurs font leur apparition. Le plus d'investisseurs particuliers avec des petites sommes. Voilà, c'est le moment où il y en a le plus. Parce que, on sait, la majorité perd. Et non, en fait, ce qu'il faut se faire, c'est comme je le dis, c'est intéresser à la blockchain et à plein de choses qui peuvent vous permettre de prendre des décisions rationnelles. Même si en phase de bull market, c'est compliqué d'aller investir, on se met des objectifs, des niveaux. On va se dire, voilà, parmi tous les projets sur lesquels je me suis renseigné, j'en ai sélectionné une dizaine. Sur ces 10 crypto-monnaies, j'ai mis le Bitcoin en numéro 1, sur lequel je vais mettre le plus d'argent, par exemple 50% du capital crypto que je veux investir. Et puis, je vais diviser le reste sur d'autres cryptos. À vous de définir le plan. En tout cas, si vous voulez consacrer 10% de votre capital crypto sur le Matic, là, vous auriez par exemple acheté une petite somme ici, une petite somme dans la zone de rechargement, et ensuite, pourquoi pas les 85,4 et cette zone ultime que l'on voit ici, où il y avait cette grosse résistance. Tout en gardant, pourquoi pas encore 15% plus bas, si jamais on venait chercher vraiment cette zone aplatie ici. C'est aplati parce que il y avait les fluctuations ici qui étaient tellement faibles niveau prix par rapport à ce qui s'est passé après qu'on ne les voit pas. Il y a bel et bien des montées et des descentes pendant cette phase de prix. Pour les voir, sur TradingView, il faut cliquer sur logarithmique, vous voyez ensuite ces fluctuations. Bref, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que vous aviez plusieurs niveaux pour investir, qu'aujourd'hui, si vous avez commencé à investir dans les cryptos en décembre, ça serait normal de considérer que vous êtes actuellement sur votre portefeuille en négatif, au vu des cours actuels. Malgré tout, si vous avez saisi ces opportunités d'achat par palier, vous avez probablement énormément limité la casse. Et c'est vraiment ce sur quoi il faut raisonner. Et sur le long terme, vous serez probablement gagnant parce que même si le bottom il n'est pas là, vous avez probablement encore de l'argent à consacrer plus bas. Et puis derrière, vous verrez forcément un W se produire à un moment, une latéralisation et un pump. Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, on peut l'imaginer, surtout sur un projet comme Matic. Voilà. Donc ce que je veux, c'est une petite une petite partie pédagogie avant de rentrer dans le graphique ici. On voit donc en weekly, on est plutôt sur quelque chose d'assez haussier. On voit qu'on est en train de latéraliser désormais. On a rebondi, on est en train de ranger maintenant entre deux bornes sur le court terme, deux bornes qu'on pourrait se positionner ici. Je vais supprimer cette ligne. Voilà, on voit bien les niveaux comme ça. Et on peut prendre un Fibo qui récupère cette fois-ci sur du plus court terme cette hausse. On voit qu'on n'a pas eu de retour sur cette zone-là. Donc, si vous avez manqué vos achats ou si vous êtes maintenant à un arrivant dans les cryptos, dans la cryptosphère, est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter du Matic ? Si on prend le contexte global long terme du marché, oui, c'est un bon moment pour acheter n'importe quelle crypto. En revanche, si on zoome un petit peu et qu'on essaye de choper des bons points et des bonnes positions d'achat, je pense que celle qui serait ici à localiser pourrait se situer entre les 60 et les 47 centimes. Malgré tout, vous avez toujours le prix des 77 et même des 68 pour essayer d'acheter avant si jamais vous avez la crainte qu'on n'atteigne pas cette zone de rechargement, ce qui peut bien sûr également arriver. On part du principe qu'on ne sait pas ce qui se passera. On identifie simplement des niveaux de support et de résistance ici sur la chaîne. On voit qu'on a un V-bottom. Les V-bottom sont amenés à être retestés. Est-ce qu'on va le retester maintenant, c'est-à-dire revenir au 61,8 maintenant, ou est-ce qu'on va continuer cette poussée avec une altcoin dominance qui continuera à grimper pour tester un V-bottom, pour faire une chute et tester un V-bottom plus tard? Ça, on n'en sait rien, mais voilà, vous avez un peu mon point de vue sur Matic. Aujourd'hui, c'est pas un niveau clairement sur lequel où j'irais investir, là, si j'étais investisseur, un nouvel investisseur arrivant sur le marché. Gala, c'est un projet qui m'intéresse également énormément. Il y a également une analyse à faire, probablement sur on va aller voir Gala, par exemple. Je vais le mettre sur CoinGecko. On va regarder un peu ses caractéristiques. Notamment le fait que il vaut 5 centimes, il y en a 7 milliards en circulation, si je ne dis pas de bêtises, sur une offre totale de 38 milliards. Donc vous voyez qu'il y a très peu de tokens en circulation par rapport au nombre total. Donc ça peut jouer en la défaveur du token parce qu'il y a une inflation qui va forcément s'opérer. Malgré tout, ça reste un projet très intéressant et les tokens ne sont pas distribués n'importe comment. Et vu que c'est un projet qui se veut entièrement décentralisé, vous avez énormément d'informations directement sur le site de Gala. C'est pas forcément le cas pour tous les projets, mais pour celui-là c'est le cas, donc autant en profiter. Ici ils nous disent il y aura 50 milliards de tokens, et ici on peut voir combien il y en a en circulation. C'est inscrit
à cet endroit-là, 7 milliards 500 millions. Donc oui, ils se sont pas trompés sur CoinGecko. Déjà, c'est bien de pouvoir vérifier ça, parce que des fois, il peut y avoir quelques erreurs sur CoinGecko. Il y a ici des informations très intéressantes également. Vous voyez qu'il y a des halvings et que des récompenses sont distribuées aux personnes qui font tourner les nœuds sur ce réseau décentralisé. Donc, on observe ici qu'ils ont distribué 17 millions de tokens entre 2021 et 2022. Et ils expliquent ici qu'il y a des halvings, que les récompenses sont divisées par 2 chaque année, donc l'année suivante, il n'y aura plus qu'8 millions distribués. Donc on voit qu'il y a une rarification, c'est un peu comme sur le Bitcoin, en tout cas, de la distribution des tokens. Il y a toujours une inflation, mais elle est quand même relativement faible par rapport au nombre de tokens total. Donc c'est pas ça qui va changer grand-chose au final. Donc l'inflation liée aux récompenses données aux nœuds du réseau n'auront quasiment aucun impact sur l'inflation. Parce que voilà, vous prenez si vous faites un pourcentage des tokens distribués par rapport au token total, vous verrez que ça ne va pas changer grand-chose. La spéculation sera beaucoup plus impactante sur la fluctuation du prix. Malgré tout, ce qui est gênant ici, c'est de voir que l'offre totale est quand même bien supérieure à l'offre en circulation, ce qui veut dire qu'il y a des tokens qui ne sont pas échangeables, mais qui existent quand même. Ces tokens pourront bien sûr un jour rentrer sur le marché dans certaines circonstances que je ne connais pas spécialement. D'ailleurs, j'ai essayé de me renseigner dessus, j'ai pas trouvé la réponse de réellement à qui appartiennent les tokens, même si je suppose qu'il y a une grosse partie qui sont encore bloqués par la team. C'est souvent comme ça que ça se passe. Vous pouvez aller sur Etherscan et vous avez plein d'informations. Si on regarde le nombre de holders de holders de Gala, de token Gala, il y en a quand même 158 146, et on peut aller simplement cliquer sur holder. On voit que la plus grosse adresse, le plus gros wallet qui possède des Gala en possède 14,7% de la total supply, ce qui représente en fait 5,5 milliards de tokens. Donc ça, pour moi, c'est pas des tokens qui sont en circulation, qu'on peut acheter ou qu'on peut vendre. D'ailleurs, on le voit si on clique sur cette adresse et qu'on va dans Analytics. Vous pouvez faire beaucoup de choses sur Etherscan. Ici, vous allez sur l'adresse Analytics. On voit qu'il n'y a pas eu de fluctuation. Voilà, il y a toujours eu cette quantité de tokens sur cette adresse. Donc, selon moi, ça reste des tokens qui ne sont pas en circulation, qui sont bloqués par la team et qui pourront être utilisés plus tard. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait quand même qu'il y a cette marge entre les deux. Ce sont des tokens qui peuvent créer une inflation en fonction de la façon dont ils décident de les distribuer. On sait qu'il n'y a pas eu d'ICO ou de pre-sale sur ce projet et que donc tous les tokens ont été distribués ou airdroppés par des personnes qui jouent au jeu ou des personnes qui font tourner les nœuds du réseau. Ça, c'est plutôt un élément positif. Parce que il n'y a pas des personnes qui ont investi des grosses sommes avant que le projet sorte, qui débloquent petit à petit les tokens pour les revendre. Vous voyez, donc en fonction des projets, en fonction de comment ils ont fait les choses, eh bien on peut aussi savoir si c'est viable ou pas. Pour moi, ça reste bien sûr viable. La team s'est gardé une réserve. J'ai l'impression qu'ils sont gardés une grosse réserve. Si vous regardez un peu toutes les adresses, vous voyez qu'ici en numéro 7, au niveau des holders, vous avez Binance. Et évidemment, sur Binance, les tokens qui sont sur Binance font partie de l'offre en circulation cette fois-ci. Donc c'est ça qui est un peu dommage sur Etherscan, qu'on puisse pas différencier les deux. D'ailleurs, ça serait bien qu'on puisse le faire. Mais là, on voit qu'effectivement, il y a des fluctuations, qu'ils ont plus ou moins de galas en fonction de la période de temps. Donc tout ça est très logique. Voilà, bon, c'était une petite aparté sur les choses que vous pouvez faire à travers Etherscan et que vous pouvez voir. Des choses que j'aurais bien aimé essayer de comprendre pourquoi il y a une telle différence entre les deux. Et je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de site web qui me donne cette information, qui me disent oui, la team possède tant de tokens, etc. Même si peut-être qu'on peut le trouver facilement, que j'ai simplement pas assez cherché, peut-être que vous arriverez à trouver la réponse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, j'en serais vraiment ravi. Et puis, donc vous voyez un petit peu les multitudes de choses sur lesquelles vous pouvez vous intéresser avant d'investir. C'est vrai que ce genre d'éléments, savoir comment est-ce qu'ils ont vendu le token, savoir qui les possède et quand est-ce qu'ils les débloquent, est-ce que ces gens sont potentiellement susceptibles de les revendre, eh bien c'est des éléments très importants qui peuvent vraiment nous aider dans nos décisions. Donc oui, Gala, on revient sur le prix, là j'étais en 4 heures, je vais me remettre en daily, on a atteint un niveau assez bas, on a eu une sorte de petite poussée qui s'est opérée ici, alors c'était le 14 août, voilà, on est revenu chercher les 7 centimes, donc c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais une petite poussée. On prend le Fibo, on voit qu'on est revenu dans une zone de rechargement. Donc contrairement à Matic, clairement, pour moi ici, il y a un niveau sur lequel on peut mettre un petit billet sur Gala, puisque il y aurait pourquoi pas une opportunité à saisir. On a un point bas. Ensuite, on vient chercher quelque chose d'assez important qui représente cet ancien sommet. On revient tester la zone de rechargement, on est en plein dedans. Et là, la question, c'est voilà, on est sur un point de support très intéressant. Donc, si jamais on vient casser ce niveau-là, il est fort probable qu'on vienne chercher des niveaux encore supérieurs, peut-être aux alentours des 10 centimes. Donc, jouer un trade, ou du moins faire un investissement en achetant sur les niveaux actuels, c'est intéressant.
Est-ce que ça peut aller plus bas? Oui, attention. Si vous faites du trading pur, vous pouvez simplement acheter ici. Si ça descend là, vous vendez, vous acceptez votre perte. Si vous faites de l'investissement long terme, vous achetez ici. Si ça descend là, vous rachetez là. Si ça descend là, vous rachetez là. Voilà, vous achetez par palier à ce moment-là. En fonction de ce que vous souhaitez faire, hein, vous n'allez pas agir de la même façon, bien entendu. J'arrive sur la fin de l'émission. Pensez dans les commentaires à me dire ce que vous aimez moins. N'hésitez pas à être critique. Moi, ça m'est égal. Hein, je suis là pour écouter toutes les remarques. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne? Est-ce que vous aimeriez voir plus de présentations de projets, plus d'analyse? Quelle crypto vous souhaiteriez que j'analyse? Est-ce que cette façon d'analyser, d'aller voir en même temps les données fondamentales vous intéresse plus que simplement faire une analyse graphique? N'hésitez pas à me partager vos avis. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde!